prévu un PowerPoint qui, en principe, est une présentation du terroir qui dure 1 heure, avec un débat, ça fait 1h30, très souvent. Et là, on va réduire ça à 1/2 heure, puisqu'on a jusqu'à midi. On va voir la danse pendant 2 heures à peu près, un petit peu moins. Et pendant 1/2 heure, je vais vous montrer, je vais vous parler du pays Cochetuahuac, pour que vous sachiez quand même, si vous ne le savez pas, ou améliorer les connaissances là-dedans, sur ce petit terroir où il y a eu beaucoup de choses dites. Mais bon, maintenant, il y a des gens ici qui ont vu cette présentation-là sur 1h30. Là, donc, ça va être du concentré. Donc, on le verra un peu plus vite. Alors, le pays Cochetuahuac, en vantais, vous voyez, Cocheteux, il prononce ça Cocheteux, ça chuinte, c'est le vantais, et Huet, puisque les A sont systématiquement transformés en E dans le vantais. Bon, dans ce pays-là, il y a l'influence du pourlette, du pays pourlette, qui est très fort, et le parler pourlette est un peu différent du haut vantais qu'on voit à Sainte-Brigitte, ou à Cléguérec, ou dans ces coins-là. Donc on est entre les deux. Et Sainte-Brigitte, c'est une partie du terroir Cochetuahuac qui est dans la forêt de Kénécan. Donc ça fonctionne un peu comme une île. Vous voyez. Alors à l'orée du bois en KLT, c'est Costez à Huet. Et à côté du bois, Costez à Huet. Mais dans le vantais, le Z est supprimé et le A également. Donc la véritable appellation, c'est Gros Cochetuahuac. Ben voilà. Alors ça fait des débats. Oui, je suis bien. Donc là, ce qui fait un pays ou un terroir, qu'est-ce que c'est qu'un terroir sur le plan traditionnel? Qu'est-ce que c'est qu'un pays, on va dire, sur le plan traditionnel? Ben, c'est quelque chose qui est marqué par une situation géographique, par la géologie qui conditionne la topographie d'un terrain, par le climat, qui va donner l'économie, l'histoire, le contexte particulier, un passé industriel très important dans ce coin-là, comme on va voir, l'agriculture bien sûr, puisque le patrimoine traditionnel dedans, c'est porté par la paysannerie, par le monde agricole, par les paysans. Donc vous avez les 9 grands compartiments de la Bretagne historique, vous voyez, qui figurent dans le drapeau breton actuel, les 5 bandes noires, les 4 bandes blanches. Donc les 4 bandes blanches, c'est Trégor, Léon, Cornouailles et Vannes, et les bandes noires, c'est toute la Haute-Bretagne. Et vous avez entre les deux ce qu'on appelle la limite linguistique, qui est ici, et qui a souvent été quelque chose comme ça, parce que ça a évolué dans le temps du XVIe siècle au milieu du XXe. Donc là, j'ai mis en blanc les départements grosso modo, et vous voyez que le Cochetuahuac, il est là. C'est-à-dire exactement au nord du pays vantais. Il est dans le pays vantais, mais il est à la limite de la Haute-Cornouaille. Vous voyez, la Cornouaille orientale, elle prend mur, et puis elle redescend vers Pontivy, vous voyez, toute cette zone là, qui est à droite. Et donc, Cochetuahuac, c'est vraiment la limite, la bordure sud du Blavet, puisque c'est le Blavet qui fait la limite entre la Haute-Cornouaille et le pays vantais. Donc ça appartient bien au pays vantais. Cette carte-là, vous la connaissez certainement, certains d'entre vous en tout cas, puisqu'elle est produite par... elle a été produite par Kendall, par les fédérations. Et donc là, vous voyez le Cochetuahuac ici, en sang, plaçant, avec une petite extension à l'ouest qui n'existe pas, donc je pense qu'ils l'ont supprimé d'ailleurs, oui, parce qu'ils avaient mis Mélionnec dans le pays de Cochetuahuac. Alors Mélionnec appartient au pays pourlette, mais faisait partie du canton de Guarec, et quand on parle de Cochetuahuac, on parle de Guarec, l'Ande de Guarec. En fait, on va grossir ça un petit peu tout à l'heure, on va voir le détail. Je passe assez vite parce qu'il y a un certain nombre de vues à voir, et on n'a qu'une demi-heure. Donc voilà. Et s'il y a des questions, je répondrai après volontiers. Bon là, j'ai fait un écorché du massif armoricain pour vous montrer la carte géologique. Je passe très vite dessus parce qu'on peut passer une demi-heure là-dessus largement. Mais là, c'est simplement pour voir où se trouve le Cochetuahuac. Il se trouve là. Vous voyez, ici, il y a une grande structure, là, qui est un synclinal qui vient se coller à la faille sud-armoricaine, qui est ici. D'ailleurs, ici, on est concerné dans le pays
par la faille sud-armoricaine, c'est ce qui conditionne toute la tectonique du massif armoricain. Donc il prend sa source dans la baie des Trépassés, là, et qui va jusqu'à Nantes avec un diverticule ici dans le pays, ici. Hein. Donc là, ça, ce synclinal-là, c'est la bordure sud du bassin de Châtelain. Ça, c'est le bassin de Châtelain, tout ce qui est vert olive. Et là, ça, c'est le Blavet avec le lac de Guerlédan. Au-dessus, vous êtes dans la Haute-Cornouaille, au-dessus, vous êtes dans le pays d'Antenne. Et c'est encore aujourd'hui très marqué dans la mentalité des gens du pays. Même si il y a des nouveaux arrivants, ou des gens qui sont là depuis moins de 50 ans, il y a quand même quelque chose encore qui fait que les gens d'ici, ils vont faire leurs courses à Pontivy, alors que les gens qui sont plus au nord vont sur Saint-Nicolas-du-Pelem ou sur Rostronin. Vous voyez, la division, là, elle est marquée encore par la topographie, hein, et par le Blavet. Donc là, ce petit terroir, c'est un dixième du pays Fanche, hein, c'est Sainte-Brigitte, Perret et la lande du Guarec. Alors vous avez un petit peu de... La lande de Guarec est en Plélof, hein, elle n'est pas en Guarec. Guarec, c'est l'autre côté du pont. Hein. Donc là, vous avez l'escouade Guarec ici avec un petit diverticule et Sylfiac entre Sainte-Brigitte et Perret, il y a un petit doigt de Sylfiac là, qui est considéré comme Cocheloret. Mais Sylfiac est pour l'Aide, l'escouade Guarec est pour l'Aide, le sud de Plélof est pour l'Aide. Ici, Sainte-Brigitte au sud, on est dans les Laridés Gavottes. Ouais, donc vous voyez, le terroir post-terroir, c'est vraiment la forêt, le site industriel qui a créé cette espèce d'entité et qui s'est mis en fait en carrefour entre le Pourlet et les Laridés Gavottes. Vous connaissez les Laridés Gavottes, vous avez entendu parler. C'est une danse qui a un tempo très rapide, relativement rapide, bien enlevé, très étroit dans le mouvement. Alors que le Pourlet, c'est une danse exubérante, où il y a une grosse initiative des danseurs. C'est un esprit très particulier, le Pourlet. Et puis, avec un tempo qui est quand même bien soutenu, à peu près comparable au ficelle, maintenant, aujourd'hui en tout cas. Et le Coche-Terroir se met entre les deux. Donc vous allez avoir un tempo qui va être compris entre le Pourlet et les Laridés Gavottes. C'est une gavotte, comme toutes ces gavottes là du sud. Gavotte, donc une danse à 8 ans, avec une façon particulière de la danser. Donc au nord, pays Fanche, vous n'avez plus du tout de gavotte. Vous êtes dans les branles à 4 temps. C'est le pline. Et si vous voyez, la partie bretonnante, elle fait du pline. Et l'autre côté de Corel, quand vous arrivez à Mur, vous rentrez dans les danses, dans les rondes loudéaques, et au nord, vous êtes dans les rondes pintiennes. Alors, vous voyez, c'est une danse à 4 temps qui est déclinée sous forme de pline, chez nous, ici, au nord, dans la partie bretonnante. Alors qu'au sud du Blavet, vous êtes dans les gavottes. Et ça, c'est assez étonnant. Un petit mot très rapide sur la frontière linguistique. Vous voyez que la limite de la Haute-Cornouaille, ici, là, c'est la limite de la frontière linguistique. Sauf que ça, c'était celle du XVIe siècle, qui allait jusqu'à la Roche-Bernard, qui passait à l'ouest de Loudéac et qui englobait Quintin. Mais au XVIIIe, déjà Quintin est sorti de la limite, et puis elle s'est réduite autour de Vannes, là, la dernière, c'est 1976. Ça ne veut plus dire grand-chose en 1976, parce que là, on est déjà dans l'enseignement du qualité généralisé, et les dialectes locaux, les parlers locaux ont diminué, hein, puisque les Générettes, Sainte-Brigitte, Nantes de Guarec en Plélof, vous avez ce point-là, qui est le site industriel des forges. Alors ça a été créé par les ducs de Rohan, le duc de Rohan qui a vendu tout ça en 1802. Parce qu'à la Révolution française, eh ben, il s'est exilé en Angleterre, comme beaucoup de nobles, et quand il est revenu, ben, il a eu beaucoup de mal à retrouver son bien, ce qui fait qu'il l'a vendu à un monsieur qui était le comte de Janzé, qui était déjà le patron des forces de Lannoy. Donc ce monsieur-là a repris les forges des Salles, là. Et c'est quelque chose qui a une importance capitale dans le coin parce que l'activité sidérurgique des forges, elle a maintenu
chez les paysans de Sainte-Brigitte et de Perret, toute une activité vous voyez, qui était... C'était des salariés en fait du comte, tous ces gens-là, ils n'étaient pas propriétaires de leur terre, et ils devaient des journées de charroi, de transport de bois, de transport de charbon de bois, de débardage de bois, etc., avec leurs chevaux. Donc ils se retrouvaient aux forges, mais avec les gens de Boirec, de Saint-Gélevin, de la Niscate, qui eux étaient fanches. Et la fusion s'explique par le site sidérurgique des Forges. Pourquoi les gens de Sainte-Brigitte et de Perret ont adopté le costume fange, c'est ce mélange qui s'est fait à cet endroit-là. Cette influence du pays fange qui est venue jusque-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas de suite dans le Costerwald, c'est une danse unique, mais en deuxième danse, ils dansaient du fange. Puisqu'ils n'avaient pas imposé que leur costume, ils avaient imposé leur danse aussi. Et le fange se dansait à Sainte-Brigitte et à Perret, en deuxième danse. Oui. Donc c'est assez étonnant. Bon, là, le site sidérurgique des Forges, très vite, il est construit comme un site, je ne sais pas si vous connaissez les Forges de Salles, et si vous y êtes allé, vous voyez, c'est un site, c'est médiéval. Vous avez le château du maître des forges qui est là, vous avez les contremaîtres qui ont leur truc là, et vous avez les forgerons qui sont ici. Alors la Révolution, elle, devant un site comme ça, elle a fait passer le département, la limite du département des Côtes d'Armor, Côte du Nord à l'époque, sur cette rivière qui passe là, qui alimente le Haut-Fourneau qui est ici, vous voyez, là il y a un barrage en fait. Tout ça c'était un étang autrefois. Et là il reste cette partie-là, c'est le ruisseau, le Pont-Lanne qui passe là. Ça c'est dans le Morbihan, ça c'est dans les Côtes d'Armor. Alors pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait, alors que la limite c'est le Blavet. Ils ont fait ça pour casser le domaine des doublons, pour qu'ils ne puissent plus le valoriser. Et en réalité, les propriétaires, les derniers propriétaires, qui sont les Dupont-Avis, en ont un petit peu profité puisqu'ils ont obtenu des subventions des Côtes d'Armor et des subventions du Morbihan pour maintenir leur site en place. Donc finalement, à tout valeur, il y a quelque chose de bon. 1200 et qu'il y a 60% de bois, de forêt dans Sainte-Brigitte, 50% à Perret. C'est vraiment marqué par la forêt de Quénécan. Donc, en 1793, c'est-à-dire à la Révolution française, vous aviez 800 habitants à peu près à Sainte-Brigitte et 700 à Perret. L'apogée de la population, c'est le milieu du 19e siècle. Vous savez qu'au milieu du 19e siècle, la Bretagne était la région la plus peuplée de France et était l'une des régions les plus industrialisées françaises et qui a totalement disparu donc, avant les années 80. Un mariage en ville aussi, récent, enfin récent, 1920. Le costume Pourlette à côté, vous voyez, le costume de la même époque Pourlette, vous avez le devancier sur le tablier, vous voyez, très large, très court, typique. Et là, l'homme ne porte pas de chapeau. Alors les hommes, ils ont abandonné le chapeau très vite parce que quand ils avaient le chapeau, on ne les reconnaissait pas. Donc à chaque fois qu'il y avait une photo, le chapeau disparaissait. Et au sud du pays, ben, vous avez, ça c'est la mode mouton blanc, donc qui va avec la redingote petite. Vous avez la femme avec, alors là, le devancier qui arrive pratiquement jusqu'au cou. Et puis l'homme, qui a les manches un peu courtes, pour sa veste, mais c'est la veste mouton blanc, et on retrouve les petits, vous voyez, les monnaies de la veste Pourlette. L'influence Pourlette mouton blanc. Oui. Donc ça, c'est quand même le sud du pays. Et les premières fermes au sud de Sainte-Brigitte, on voit ça. Donc le gros de Sainte-Brigitte est quand même Fanche. Voilà. Et ça, c'était une exposition en 2013 à Perret, où on voit le tablier, le dernier tablier porté en pays Pourlette. Le costume Pourlette à gauche, un autre mouton blanc à droite, mais avec les boutons partout. Ah ouais, et puis les tabliers qui sont devant, là, qui sont des tabliers brodés du pays Fanche. Alors là, voilà un monsieur qui nous a beaucoup aidé dans la recherche, c'est Jean Auger.
qui était un sonneur, un musicien très connu du pays, accordéoniste, et qui a participé au premier film de Wiltshire en 1953, quand Jean Wiltshire est venu photographier des gens dans le pays, filmer les gens. C'est lui qui accompagnait le film en question. Alors lui était champion de danse aussi à son époque, 1920. On le voit ici d'ailleurs en 1923, vous voyez. Il est né en 1902 ce monsieur. Il est mort il y a quelques années maintenant. Mais je me rappelle l'avoir vu chez lui danser. C'était vraiment un maître musicien à danser, et on s'est inspiré de lui pour refaire les fiches actuelles sur la danse. Qui nous a bien expliqué les choses. Donc là, je passe là-dessus. Et voilà, je terminerai avec le pas actuel que nous allons voir. Du patrimoine que je te vois. Et ils prennent tout ce qui est bien. Ils sont très contents que la danse soit dansée, y compris en Australie, il y a sur toute la planète. Voilà. Présence de la forêt, donc les atouts, c'est la biodiversité, une nature qui est préservée, et un environnement attractif, proche du pôle économique de Pontivy. Et la danse traditionnelle, toujours vivante, et heureusement. Et d'ailleurs, le principe d'une danse vivante, c'est qu'elle évolue. Ce qui n'évolue pas meurt, de toute façon. Donc on a une évolution, mais l'évolution, on sait d'où elle vient. On sait quelles sont les racines et pourquoi elle est là. Et ce qu'on va faire là, maintenant, c'est se remettre un peu dans le pas des anciens et voir comment ils ont créé leur patrimoine matériel. Où il y a le plus de croisés possible. Mais il faut savoir que dans le conservatoire, on ne croise pas le 3e temps, on ne croise pas le 6e temps quand on est dans un faisceau. Mais quand on veut faire la danse au niveau concours, on croise tous les temps pratiquement. Et donc c'est cette version-là que je vais vous montrer. Donc c'est une danse qui se danse en rond, en chaîne fermée. Comme le clean, comme le ficelle, comme toutes ces danses du coin. Contrairement aux courbettes où la chaîne s'ouvre. Et là non, la chaîne est fermée. Bon, le déplacement, ça se fait en déplaçant le premier temps, le pied gauche à gauche du pied droit. Ça, 1. Mais alors attention, c'est ce déplacement-là qui va faire que le rond va tourner ou va rester sur place. Normalement, on est assez économe en mouvement dans le pays, on se déplace le moins possible. Maintenant, il y en a qui préfèrent se déplacer parce que ça donne plus d'ampleur, chacun fait comme il veut. En tout cas, vous apprenez à danser cette danse dans un mouchoir de poche. Ce sera la bonne manière de restituer le style. Alors le 1, c'est un déplacement du pied gauche à gauche du pied droit. Je pars, regarde à vous. 1. Je danse pied à plat. Pas sur la pointe, pas sur le talon. Pied à plat. 1. Le 2, c'est un croisé de la jambe droite devant la jambe gauche et un retour de la jambe gauche à gauche de la jambe droite. Je fais 1, 2. 1, 2. J'ai croisé ma jambe devant la jambe gauche et ma jambe gauche est venue à gauche. Parce qu'attention, si vous faites 1, 2, là vous allez avoir un problème au 3e temps. Parce que votre jambe, elle est restée derrière, donc vous allez perdre un demi-temps. Vous voyez? Donc il faut ramener la jambe gauche immédiatement à gauche de la jambe droite. 1, 2. 1, 2. Tout le monde comprend? Ça va? Bon. Jusqu'à présent, pas de problème. 1, 2. Quand je suis à 2, comme ça, je prends appui sur le pied gauche, qui est venu à gauche du pied droit, pour faire le 3. Où je croise la jambe droite devant la jambe gauche. D'accord? Donc je fais 1, 2, 3. C'est pas compliqué. 1, 2, 3. Après, ça se complique. Après, il y a 4 et 5. Principe de la gavotte, changement de 4 et 5. 1, 3. À 4, je prends appui sur mon pied droit et je soulève mon pied gauche que je mets devant la jambe droite. Et là, je veux faire une inversion. Je vais faire, vous voyez, 3, 4 et 5. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pris appui sur mon pied gauche, devant, et à droite du pied droit.
5, je reprends appui sur ma jambe droite en soulevant ma jambe gauche. C'est ça le 4 et 5. Alors il y a des versions où on fait autre chose, on balaye, on fait autre chose. Là, je parle vraiment de la base. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors vous voyez qu'il faut se baisser sur ses chevilles. Si vous êtes debout et raide, vous ne pouvez pas faire le 4 et 5. Il faut être en suspension sur les genoux. D'accord? Je vais le faire dans son sens. Très lentement. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est le 4 et 5, c'est dur. Vous avez vu? Le 4 et C'est 5. facile? Oui, par où? Je refais. Ici. Pas de son pour l'instant, ça va venir. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors ensuite, quand je suis au 5, Ça se fait qu'ici. le 6, on prend appui sur la jambe gauche pour croiser devant. Encore un croisé qui nous dit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7, c'est l'inverse. On reprend appui sur le pied droit pour croiser. Je le fais comme ça. Donc 1 à gauche, 2, 3, 3,